Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière interview de notre projet Terroche Interview qui, comme vous le savez, avait pour objet de sensibiliser à la politique et aux enjeux écologiques particulièrement sur ce sujet. Aujourd'hui, moi, Paul Boutier, accompagné de Tristan Denot, nous allons interviewer Briac Favé, Bonjour. directeur de campagne à Equinox et qui va répondre à nos questions. Bonjour, Avec monsieur plaisir. Briac. Bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil. Je vais maintenant laisser Tristan se présenter et le format de l'interview. Et un bonjour Monsieur Favé, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette dernière interview. Donc je vais rapidement présenter le format. Dans un premier temps, on va poser les questions qui relèvent de votre parti et de votre politique générale. Puis on va aborder le côté plus écologique de l'interview. Et enfin, on va répondre, s'il y en a, aux questions du chat Twitch. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et votre parcours, s'il vous plaît? Yes. Donc Briac Favé, moi je suis né à Brest, à côté de Brest, dans un petit village, donc un peu loin de Paris. J'ai pas beaucoup quitté Brest quand j'étais petit. J'ai grandi dans une famille où on parlait un petit peu de politique, mais une famille pas vraiment écolo et plutôt à droite. Donc aujourd'hui j'ai 20 ans, j'ai fait toute ma scolarité dans le public et aujourd'hui je suis en 4e année dans un double cursus assez nouveau qui allie l'INSA, donc une école d'ingénieurs, et Sciences Po. Donc en gros j'étudie à l'INSA, j'étudie le génie civil, donc la construction de bâtiments, de chaussées, de routes, etc. Et à Sciences Po, j'étudie la gouvernance des territoires. Et donc, mon objectif plus tard, c'est de bosser dans l'aménagement, dans le transport et forcément ce qui va avec, l'écologie et la prise en compte des enjeux environnementaux. Donc, ma prise de conscience écolo, on me pose souvent la question et on me demande quand est-ce que tu as pris ta claque écolo, quand est-ce que tu as pris conscience des enjeux et la crise qu'on est en train de vivre et qui va s'accentuer. Moi, j'ai envie de vous dire jamais, en fait. Parce que depuis que je suis petit, j'ai 20 ans, depuis que je suis petit, je me les prends tous les jours, ces petites claques. Et quand j'étais petit, c'était attention lumière, attention assis. Puis au fur et à mesure que j'ai grandi, en fait, les problèmes, ils ont grandi avec moi. Et je suis un peu partie de cette génération où mon avenir est directement lié avec ça, et même en fait toute ma vie. Donc assez rapidement, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à m'engager. Alors à l'époque, c'était sur un groupe Discord. Je ne sais pas si c'est un outil que vous connaissez, une plateforme. Voilà, donc plus un truc de discussion, on rédigeait des petits articles, on s'enseignait. C'était vraiment le début de mon engagement. Pas du tout politique, du coup, vraiment juste discussion. Et puis ça s'est un petit peu mué jusqu'à devenir une association qui s'appelait Convergence à l'époque. On était une quarantaine, voilà, d'un petit peu partout en France. Et puis un beau jour, j'ai été contacté par Equinox, du coup, il y a un an à peu près, un peu plus d'un an, et qui m'ont expliqué, qui se sont présentés et qui se sont aperçus qu'on proposait à peu près les mêmes idées, mais qu'eux étaient un petit peu plus gros. Donc à l'époque, ils étaient environ 300. Et donc, on a pris la décision, après moult rencontres, discussions, etc., de fusionner. Et donc, je me suis retrouvé adhérent au parti Equinox, qui du coup était pour le coup un vrai parti politique, tandis que précédemment, c'était une association voilà, plutôt de jeunes. Ça allait de 16 à 28 ans, globalement. Donc Equinox, moi je ne suis pas du tout à l'origine d'Equinox, je ne suis pas du tout un cofondateur. C'est un parti qui a 3 ans maintenant, et moi que j'ai rejoint il y a un an. Ça a été fondé donc en 2021 à Saclay, sur le plateau de Saclay, donc pas très loin de chez vous, enfin en région parisienne en tout cas, par des étudiants de Polytechnique qui s'opposaient à l'arrivée de Total Energy sur le campus de Saclay. Total voulait ouvrir des bureaux et notamment pour recruter plus facilement les étudiants. Donc ils s'y sont opposés, et puis ça fait aussi partie un petit peu de ce mouvement des bifurqueurs. Vous avez peut-être vu passer des vidéos sur YouTube, sur Insta, des étudiants diplômés qui faisaient des discours lors de la remise des diplômes, notamment AgroParisTech, aussi Polytechnique, pour dénoncer un petit peu les secteurs industriels et économiques dans lesquels ils étaient un petit peu forcés de bosser par derrière. Donc voilà, tout ça, ça s'est émulé. Ils ont créé une association qui s'appelait Graines d'avenir, qui avait pour but de donner des clés aux politiciens pour mieux comprendre les enjeux environnementaux et les enjeux notamment liés à la jeunesse. Il s'avère que ils n'ont pas forcément été très écoutés, et donc ils se sont un peu lancé le pari fin 2021 de se lancer en fait en politique. Donc ils n'étaient pas beaucoup plus âgés que vous et que moi actuellement. Enfin, ils avaient diplômés, ils étaient quasiment diplômés, ils avaient 23-24 ans, et ils se sont lancés. Ils ont créé un parti politique, ils ont développé un programme. Et ils sont présentés 3 candidats aux législatives, donc un à Paris, un à Toulouse et un à Lyon, si je ne dis pas de bêtises, qui ont tous fait 1%. Alors, vous allez me dire, 1% des voix, c'est pas beaucoup, c'est vrai, on est encore loin des gros partis comme la Macronie. N'empêche qu'on était le plus grand des petits partis dans chacune des circonscriptions. Et on battait d'autres petits partis qui étaient là depuis assez longtemps.
Et en fait, entre 1 et 2%, pardon, ça fait plus de 1000 voix dans chaque circonscription. C'est en fait réussir à convaincre 1000 voix alors qu'on n'avait aucun moyen, qu'on avait juste nos idées, qu'on avait à peine de quoi imprimer les bulletins de vote et les circulaires. C'était déjà un pari réussi. Et donc, ils ont essayé de prolonger l'aventure. Et il y a environ un an, ils ont décidé de se lancer, donc là je les avais rejoints, de lancer aux élections européennes, qui est un scrutin qui a quand même comme avantage d'être assez accessible. Il n'y a pas de barrières à l'entrée comme des parrainages, comme un certain montant. Alors, il y a quelques barrières, on en rediscutera après. Donc, ils ont décidé de se lancer, et donc on a lancé la constitution de notre liste. Une liste aux européennes, c'est 81 personnes, donc 41 femmes pour notre cas et 40 hommes, à alterner, 1 sur 2. Et développer tout un programme. Donc, on a une cinquantaine de mesures, dont 10 mesures phares qu'on est en train d'expliquer en ce moment sur notre compte Instagram tous les 2 jours. Et puis voilà pour l'histoire. Aujourd'hui, ah ouais, par contre, belle histoire. C'est donc moi, quand j'ai rejoint Equinox, on était 300 membres. Et aujourd'hui, on est plus de 2300. Donc, on a fait une belle évolution. Et on est aussi le premier parti écolo sur Instagram. On a dépassé le PS, le PCF, on a dépassé Europe Écologie Les Verts. On a plus de 23 000 followers sur Instagram, ce qui est pour moi une belle réussite, notamment parce que je suis responsable de communication. Concrètement, mon rôle du coup au sein du parti, je suis membre du bureau exécutif. Donc c'est un organe qui est élu tous les ans au jugement majoritaire. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, ou si vous désirez que j'explique un peu plus. Je pense que ça serait bien que vous expliquiez pour nous, puis pour le public aussi. Merci. Alors, le gros problème du vote aujourd'hui, c'est qu'en fait, on doit voter pour une seule personne. Et donc, on va un petit peu faire un choix, et ça contribue à polariser. Donc, vous êtes obligé de choisir une personne, mais peut-être que la deuxième, elle était aussi très bien, mais juste un tout petit peu moins bien. Et ça favorise aussi les grands candidats, notamment le vote utile. C'est-à-dire, nous, comme il y a 2 tours, au premier tour, on va dire, ah ben non, je ne vais pas voter pour la personne qui me plaît parce qu'elle n'a aucune chance. J'ai vu dans les sondages qu'elle n'avait aucune chance. Du coup, j'ai plutôt voté pour la personne qui a le plus de chance, même si je suis moins d'accord. Typiquement, moi, j'ai fait du vote utile en 2022. J'aurais préféré voter pour quelqu'un d'autre, mais il n'avait aucune chance de passer au second tour. Du coup, le jugement majoritaire, au lieu de voter pour une personne, vous attribuez une mention à chaque candidat ou à chaque mesure candidate. Des mentions qui peuvent être alors soit chiffrées, soit non plus, c'est plutôt des étiquettes. Donc ça, c'est très bien, passable, insuffisant ou à rejeter. Et donc, ça permet tout simplement au lieu d'exclure, en fait, on met un petit peu une notation à chaque personne. Et donc, nous, on fait tous nos votes comme ça, à la fois pour nos mesures et à la fois pour nos candidats et nos candidates. Voilà. Donc, j'ai été élu il y a un an au jugement majoritaire au sein d'Equinox, donc ça va être les prochaines élections pendant l'été, en tant que responsable relations presse et communication. Donc, je m'occupe de tout ce qui est relations avec la presse et de la communication sur les réseaux sociaux assez logiquement. Et plus récemment, donc il y a maintenant 1 mois et demi, j'ai pris en plus la casquette de directeur de campagne pour les élections européennes. Voilà, j'expliciterai un peu plus en détail mon poste après. J'en finis là pour cette première réponse. Merci beaucoup pour cet historique qui remet bien en contexte votre parti. Nous, la première chose qu'on s'est dit quand on a vu que vous étiez un parti récent, c'est qu'il doit y avoir des difficultés que vous avez d'ailleurs évoquées. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous qui sommes justement au début de notre engagement politique? Qu'est-ce qu'on ne voit pas nécessairement d'un point de vue extérieur et que comme nouveau parti, vous êtes confronté directement? Je ne vais pas vous mentir, la politique, ce n'est pas un monde qui est très facile forcément. Alors, on entend parler un petit peu dans les séries, etc. Mais c'est un milieu, alors notamment dans l'approche d'élection, il y a beaucoup de stress, beaucoup de charges de travail, beaucoup aussi de tensions, que ce soit parce qu'en fait, c'est une organisation humaine de la politique. Donc à partir du moment où il y a beaucoup d'humains ensemble, c'est toujours tout de suite plus compliqué de se mettre d'accord, d'être sur les visuels, sur le fond, sur la forme. Et à ça, vous rajoutez une couche de stress, une échéance qui est pour le coup le 9 juin prochain, les élections européennes, plus des pressions extérieures, ça fait un mélange qui est assez compliqué. Qui plus est, c'est un engagement qui est bénévole pour la plupart, qui nécessite de l'argent, qui est difficile à trouver, on va en reparler. Donc, je ne vais pas vous dire que s'engager en politique, c'est quelque chose qui est facile. S'engager en politique, il y a beaucoup d'investissements, que ce soit personnel ou financier, et pas beaucoup de gens qui gagnent au final parce que pas beaucoup d'argent à gagner. Donc, il faut vraiment le faire pour ses idées. Si on le fait pour soi, c'est le mauvais pari. Vous faites mieux de bosser dans le privé si vous voulez gagner de l'argent et vous enrichir. Voilà. Alors, les difficultés, la première, en fait, c'est d'exister en tant que nous-mêmes. Parce qu'un petit parti, alors même si on n'est plus vraiment un petit parti maintenant, l'autre jour, on était à Rennes pour un meeting, on a réuni 100 personnes. 100 personnes à Rennes, c'est ce que le parti de la majorité présidentielle a réussi à faire avec 2 ministres et leurs candidates qui étaient présents. Réunir 100 personnes dans une salle. On l'a fait alors qu'on n'a pas le pouvoir en France. Moi, je trouve que c'était déjà une belle réussite. On est plutôt un moyen parti, si je peux me permettre. Par contre,
un moyen parti qui est composé de jeunes, donc la moyenne d'âge chez Equinox, hein, c'est moins de 30 ans. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai 20 ans, mais notre tête de liste a 31 ans, notre deuxième sur la liste a 28 ans, sur la liste, on a quelqu'un qui a 19 ans. Donc, c'est un parti qui est très jeune. En fait, tout le monde veut nous bouffer. Tout le monde veut nous absorber. On se fait contacter par des partis, alors pas des gros partis qui s'en fichent un petit peu de nous, un peu moins ces derniers temps, mais par des petits partis qui sont là depuis 20 balais où la moyenne d'âge c'est 65 ans. En fait, ils veulent nous cannibaliser parce que c'est rare en fait les jeunes qui s'engagent en politique. Et donc, nous, on a toujours accepté de discuter. Des personnes qui voulaient faire des alliances, des rapprochements, etc. On a toujours discuté, on a toujours pesé les bénéfices et les risques. Et en fait, le problème, c'est qu'on a envie d'essayer de ne pas se faire absorber par un parti où la moyenne d'âge est 65 ans. Et on n'a pas non plus envie de devoir se ranger derrière une grande figure qui prendrait tous les médias sur lui. Notamment, on a été contacté, je peux vous le dire sans langue de bois et sans mystère, on a été contacté par Pierre Larouturou, je ne sais pas du tout si ça vous parle ou pas, un ancien député européen qui est président de Nouvelle Donne, et qui en fait voulait qu'on se rallie derrière lui pour qu'il soit notre tête de liste et qu'on travaille pour lui et que voilà, mais qui prenait toute l'attention dans les médias. Et c'est pas vraiment notre objectif. Nous, notre constat, c'est la crise environnementale, la crise sociale et puis la crise démocratique. Et dans celle-là, il y a notamment le fait qu'il faille renouveler la classe politique en urgence. Là, ça fait 15 ans que c'est les mêmes personnes qui se présentent aux élections. Marine Le Pen, Macron, Mélenchon. Tout ce qu'on veut, c'est faire émerger de nouvelles figures en espérant des figures plutôt jeunes, issus de la société civile, etc. Deuxième grosse difficulté, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est l'argent. Je vais vous poser une question, je ne sais pas si vous voulez essayer de répondre dans les live Twitch. Est-ce que vous savez combien coûte l'impression de bulletins de vote et des circulaires? Donc ce qu'on envoie dans toutes les boîtes aux lettres et les bulletins de vote que vous trouvez dans vos bureaux de vote. Combien ça coûte pour une campagne européenne? Donc il y a 47 millions, 48 millions d'électeurs en France. Je vous laisse un petit peu deviner. Et attends, je vous parle de comment nous on se finance. Notre budget global pour les élections européennes, c'est 100 000 €. Il y a une moitié qui va partir pour les bulletins de vote et l'autre moitié, c'est les déplacements qu'on fait tous en train. C'est la location de salles pour les meetings. C'est les stagiaires qu'on a pris et qu'on rémunère au sein d'Equinox. D'ailleurs, c'est les seules personnes payées d'Equinox vu qu'on n'a pas d'employés. C'est quelques nuits d'hôtel par-ci par-là. Et puis, c'est quelques frais. Il faut payer un commissaire aux comptes, par exemple, un truc très pratico-pratique. Faut payer parfois à manger, bref. Donc, 100 000 €. C'est compliqué à trouver, 100 000 €. Et donc, ça repose uniquement sur les membres d'Equinox qui font des dons. Personnellement, j'ai fait un don à Equinox à la hauteur des moyens parce que je suis encore étudiant, les autres membres du bureau, les autres candidats, et puis les adhérents et les adhérentes d'Equinox qui nous soutiennent. Mais donc, c'est un sacré défi. Il y a encore 2 semaines, il nous manquait 12 000 € à trouver en urgence pour boucler notre campagne. On a eu de la chance d'avoir un élan de générosité assez récent qui nous permet de boucler nos comptes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il nous manque encore un petit peu, mais normalement, ça va le faire. Mais ouais, c'est un gros enjeu. Alors, globalement, si je dois vous résumer comment ça fonctionne, le don maximal pour une personne physique, donc les entreprises ont pas le droit de faire de dons, il n'y a que les personnes humaines qui ont le droit de faire des dons, c'est 7 500 € par an par personne. Donc, en gros, il n'y a pas de millionnaires qui peuvent dire, ou de milliardaires comme Bernard Arnault qui disent je vous donne 10 millions et allez-y, portez mes idées. Ce n'est pas possible, c'est réglementé, heureusement. Donc, nous, on n'est pas financé par des millionnaires véreux. Et ces dons, ils sont défiscalisables à 66%. C'est-à-dire que si vous faites un don de 7 500 €, plutôt un don de 100 €, c'est plus réaliste. En fait, il y a 66 € qui vont être défiscalisés, donc d'impôts que vous ne payerez pas si vous payez l'impôt sur le revenu. Donc, ça vous reviendra après défiscalisation à 33 €. C'est une aide de l'État qui est quand même non négligeable. Et deuxième source de financement, comme ça je vous explique un petit peu. Moi, je ne connaissais rien avant de m'engager en politique. C'est en fonction des résultats aux législatives, vous recevez un financement annuel pendant les 5 années suivantes. Et donc, c'est environ, à la louche, 1 € par voix que vous obtenez. Donc, nous, on reçoit environ 1 500 € par an, ce qui nous permet de payer le commissaire aux comptes globalement. Donc, ce qui est un prérequis aux partis politiques. Donc, la réponse, je vous l'avais promise, financer les bulletins de vote et les circulaires, on parle de 110 millions de bulletins de vote, 50 millions de circulaires, c'est 1,5 million. 1,5 million d'euros qui sont à la charge des partis politiques. Évidemment, ce n'est pas l'État français qui finance tout ça. Je me permets de vous interrompre pour mettre en contexte avec le chat. Je vois des chiffres qui nous a été proposés, notamment 50 000 €. Donc, on voit qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on pense et ce que vous dites. Ouais. 1,5 million. Donc, la question, c'est soit vous avez un millionnaire à la tête du parti, parce qu'en gros, les personnes qui sont candidates peuvent donner leur propre argent. Donc, soit c'est un millionnaire qui est tête de liste, soit vous êtes déjà un gros parti existant, en fait.
tout simplement. Donc, quand on est un nouveau parti, il faut un peu se battre. Nous, on a essayé de faire une campagne qui est sobre, placée sous le signe de la sobriété. Déjà parce qu'on est écolo, mais parce qu'on n'a pas de thunes, surtout. Et donc, on a imprimé, au lieu d'imprimer 110 millions de bulletins de vote, ce qui est une gabegie de papier énorme, on ne va pas se mentir, on en a imprimé 5 millions. 5 millions de bulletins de vote, ça représente déjà 27 tonnes de papier. C'est un semi-remorque que vous voyez passer sur les autoroutes. Un semi-remorque de papier avec marqué Equinox et 10 derrière. Alors, 5 millions, 48 millions d'électeurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, 100% des Français ne pourront pas voter pour nous. Heureusement, on est dans une démocratie, on n'est pas en mode Poutine, on ne fera pas 100% des voix, ça va le faire. Donc, on a décidé de distribuer uniformément dans tous les bureaux de vote. Donc, un bureau de vote, aujourd'hui, c'est entre 800 et 1000 électeurs. Nous, il y aura environ entre 80 et 100 bulletins de vote Equinox dans chaque bureau de vote. Ce qui fait qu'on peut obtenir maximum 10% des voix, ce serait déjà une belle réussite. Et en tenant compte que malheureusement, on sera autour de 50% d'abstention, on peut obtenir jusqu'à 20% des voix. Ce qui me semble être la meilleure solution. Et malheureusement, il n'y aura pas de circulaire d'Equinox dans vos boîtes aux lettres. Circulaire, c'est les petits documents où il y a souvent une lettre rédigée par la tête de liste et puis les mesures derrière. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver l'argent pour ça. Pour une future campagne, j'espère. Voilà. Juste une petite question. Vous avez dit que ça coûtait 1,5 million. C'est pour les 5 millions que vous avez, ou ça serait non. On va publier un post Insta pour expliquer un peu plus parce qu'en fait, c'est hyper intéressant ce sujet du financement. Non, c'est 1,5 million, c'est si vous décidez d'imprimer tout. C'est en gros le package global que font les imprimeurs pour les 110 millions de bulletins de vote et les quasiment 50 millions de circulaires. Voilà, donc en gros, tous les gros partis, tous ceux qui sont à plus de 5% dans les sondages, ils ont déboursé 1,5 million. Juste pour ça. Après, il y a les meetings, les déplacements, l'équipe de campagne, etc. Globalement, moi, j'ai un chiffre en tête. Après, le pourcentage, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a 5 ans, Place Publique et le PS, donc de Raphaël Glucksmann, avaient dépensé environ 2 millions pour leur campagne. C'est le chiffre que j'ai en tête, voilà. Bon, merci pour ces réponses. Je pense que là, on va peut-être répondre un peu plus vite parce que vis-à-vis du temps imparti pour ces réponses-là, il va peut-être falloir… sinon, on ne va plus avoir de temps pour répondre aux autres. Mais une question plus générale sur votre politique européenne maintenant. Généralement, on distingue deux positions à l'échelle européenne. Le fédéralisme, où l'Union européenne sera un État fédéral et les États seraient des États fédérés. Et le souverainisme où l'Union européenne, donc c'est la situation actuelle, où l'Union européenne garderait les différences entre les États. Quelle est votre position à ce sujet? Alors chez Equinox, on n'est pas fédéraliste. On considère qu'aller vers des États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique, ce serait déjà ni faisable, concrètement parlant, trop de pays s'y opposeraient, et ni envisageable, parce qu'en fait, il y a trop de différences qui nous séparent, et puis c'est des différences culturelles, différences de normes qu'il faut conserver dans pas mal de secteurs. Par contre, on n'est pas eurosceptique. Chez Equinox, on ne veut pas sortir de l'Europe. On est eurocritique, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses au sein de l'Union européenne qui ne nous plaisent pas forcément, un manque notable de démocratie, certains pays qui ne respectent pas les droits humains fondamentaux comme l'interruption volontaire de grossesse, par exemple. Mais non, on est pour rester dans l'Europe et changer un petit peu son fonctionnement à l'image de pas mal de partis politiques aujourd'hui. Ce n'est pas très novateur de dire ça. Voilà. Je fais court comme ça. Très bien, merci. Merci pour ça. On a aussi vu quand on voit sur votre site, vous parliez d'un contrat social à l'instar potentiellement de Rousseau par le passé. J'imagine que ce n'est pas exactement la même chose que vous revendiquez. Qu'est-ce que justement représente pour vous cette idéologie du contrat social? Ouais, notre site internet, c'est Parti Equinox. Vous cherchez sur internet, vous le trouvez, s'il y en a que ça intéresse. Le contrat social de Rousseau, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de lecteurs et puis des personnes qui lisent beaucoup moins chez Equinox. On est vraiment un agrégat de toute la société. Aujourd'hui, on considère, nous, notre constat global, c'est qu'aujourd'hui, en France, et pas qu'en France, en fait, dans le monde, il y a une démesure. Une démesure qui est environnementale, premièrement, avec le réchauffement climatique, avec la consommation excessive de ressources, la chute de la biodiversité, la pollution plastique, la pollution au PFAS, etc., etc. La démesure économique, avec un modèle économique qui va trop loin, mais aussi la démesure sociale. Qu'aujourd'hui, en France, il y a un vrai problème de dialogue social entre des couches de la société qui sont de plus en plus fragmentées et qui n'arrivent plus à se parler les uns aux autres. Alors, c'est en partie la faute des extrêmes qui extrémisent plusieurs pôles de la population. C'est aussi en partie dû aux réseaux sociaux qui ont tendance à nous enfermer dans des bulles informationnelles. Et donc, on finit par ne plus parler qu'aux gens qui pensent la même chose et ceux qui ne sont pas d'accord, on les bloque, on arrête de leur parler. Et donc, ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, il y a un dialogue qui est
difficile. Nous, ce qu'on veut, c'est un nouveau contrat social. Alors, ce n'est pas un contrat social qu'on va écrire et que tous les Français vont les signer. Ce n'est pas le but. Hein. C'est plutôt avancer vers un imaginaire collectif, vers en fait tout simplement une nation commune. C'est ça qui fait la France. Et que si en France, tout le monde commence à vivre de son côté, alors de par leur religion, de par leurs idées politiques, de par leur couleur de peau, etc., ça ne fera plus la France, ça ne fera plus la nation. Et là, on perd le contrat social. Nous, ce qu'on veut, c'est se vivre ensemble et ce respect mutuel. Donc ça passe par plusieurs mesures et ça passe notamment par ce que vous organisez, par les assos, par le dialogue politique, par accepter de discuter avec tout le monde, par écouter la parole des jeunes, mais aussi celle des anciens, etc. etc. C'est plus un projet global qu'une mesure. On ne va pas rédiger un truc et envoyer dans la boîte aux lettres des Français. Voilà. Merci pour cette réponse. Une dernière petite question pour mieux comprendre l'ambition générale de votre parti. On a vu que l'écologie est quand même un combat important que vous défendez, que vous menez, mais est-ce que vous avez d'autres combats qui vous tiennent vraiment à cœur à Equinox? Oui, bien sûr. Donc, on s'est clairement fondé sur l'urgence climatique, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a beaucoup de mesures qui vont dans ce sens-là, mais en fait, on n'est pas pour autant naïf sur les autres sujets. Alors, il faut bien distinguer la vision globale d'Equinox et notre programme pour les européennes. On a décidé, en fait, tout simplement, on ne va pas mentir aux Français. On ne va pas leur dire, on va vous promettre ça quand on sera élu. Non, on a décidé de faire un programme qui concerne les compétences européennes. Voilà pourquoi dans notre programme, il manque certaines choses sur le social, il manque certaines choses sur l'hôpital, sur l'éducation, etc. Si on doit parler au niveau global du parti Equinox, évidemment que le sujet de l'éducation et des jeunes, ça nous touche énormément. Notamment, donc, pour ces élections européennes, on n'a pas promis de changer les programmes des écoles et des collèges et des lycées, parce que ce n'est pas une compétence européenne. Par contre, ce qu'on souhaite développer, c'est par exemple un Erasmus obligatoire pour tous les jeunes et plus uniquement pour ceux qui font des études supérieures. Parce qu'aujourd'hui, l'Erasmus, c'est un super programme, mais en fait, c'est pour les gens qui font bac plus 5 ou bac plus 3. Et que toutes les personnes qui s'arrêtent au bac, qui font des bacs pro, qui s'arrêtent même peut-être avant le bac, ils méritent eux aussi d'aller découvrir un pays européen pendant, donc nous, c'est une durée de 6 mois qu'on a fixée, d'aller rencontrer d'autres jeunes européens, nouer des amitiés au fin fond de la Finlande, de la Pologne, de la Norvège, du Portugal, etc., tout en réalisant une mission, un peu sur le modèle du service civique, une mission que ce soit environnementale, sociale ou agricole, parce qu'on a aussi un gros besoin de revitaliser le monde agricole. Voilà. Et puis, un autre sujet qui nous plaît aussi beaucoup, là, ça joue plus au niveau européen, c'est celui de la défense, évidemment, et de la sécurité, de la préservation de la paix. Je m'étale pas plus. Merci. Et puis enfin, peut-être, parce que je me rends compte qu'on n'en a pas parlé, quelle est la signification du nom Equinox? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, moi, je n'ai pas participé au choix du nom, mais j'ai appris à le connaître et à bien l'apprécier. L'équinoxe, donc, c'est ce moment, 2 fois dans l'année, où le jour dure aussi longtemps que la nuit. Voilà pourquoi notre logo, c'est la Terre barrée en deux entre le côté jour et le côté nuit. Et en fait, pour nous, c'est la symbolique de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est une solution où en fait, on est vraiment à un point très important, où on a le choix entre continuer sur le monde actuel, ce monde technosolutionniste, ce monde du business as usual, où on continue de polluer, d'extraire, etc., et puis vers le renouveau qu'on peut construire, qui est plus respectueux des humains, plus respectueux, parce que c'est ça en fait qui importe, c'est être plus respectueux des humains, et être plus respectueux de la planète et du monde dans lequel on vit, de la biodiversité, etc. Donc c'est un petit peu cette opposition entre le monde de la démesure dans lequel on vit, sur lequel on peut continuer, ou le monde de la mesure. Et donc, on est sur un point central actuellement que représente le mot équinoxe. Juste avant, on va vous poser une dernière question avant de passer au deuxième format de l'interview. Vous parliez tout à l'heure particulièrement de votre focus sur les jeunes et vous avez dit que votre parti avait une moyenne d'âge assez basse. Est-ce que vous pensez comment est-ce que vous arrivez aussi à avoir des électeurs peut-être plus âgés? Comment vous y parvenez? Surtout que vous utilisez souvent les réseaux sociaux, d'après vos dires. Donc, quelle est votre stratégie par rapport à ça? Et je ne vais pas vous mentir, clairement, jusqu'à encore quelques mois, Equinox, ça parlait surtout aux jeunes. Enfin, parce qu'en fait, on s'est construit, donc c'est un groupe d'étudiants qui a créé Equinox et qui ensuite a ramené ses potes, ses potes. Donc, ce qu'on appelle la méthode du proche en proche. Donc, tu appelles tes potes, tu leur dis ouais, je connais un truc qui est trop bien, vas-y, viens à une réunion. En plus, on s'organisait sur Discord notamment. Donc, c'est un truc qui parle beaucoup aux jeunes. Et puis, il y a quelques mois maintenant, on a vu une arrivée assez surprenante. Enfin, moi, je ne m'y attendais pas clairement. D'une génération de jeunes retraités ou de personnes bientôt en retraite qui en fait kiffent cette vision jeune, qui en fait
trouve de la joie, trouve du bonheur dans le fait que des jeunes s'engagent en politique et portent des idées nouvelles. Et puis, donc, on a aussi décidé peut-être de changer un peu nos méthodes. Alors, on utilise toujours Discord, mais on a aussi des boucles WhatsApp maintenant, parce que ça parle un peu plus, voilà, à une plus grande génération. On organise des réunions publiques, des apéros, tout en continuant à organiser, à se développer sur les réseaux sociaux. Et donc, pour nous, en fait, le fait d'être jeune, c'est pas tant un âge. Enfin, je veux dire, il y a des jeunes qui sont très vieux dans leurs idées, très vieux dans leur comportement aussi, qui sont dans l'ancien monde. Ce que dit notre tête de liste, et ce que je trouve vraiment très juste, notre tête de liste qui s'appelle Marine Chollet, d'ailleurs, que j'aurais pu présenter, c'est qu'en fait, être jeune, c'est en fait savoir se projeter sur les 20, 30 prochaines années. Donc, si vous arrivez à vous projeter, vous, sur les 20, 30 prochaines années, c'est que vous êtes jeune. Par contre, si vous voyez juste les 1 ou 2 prochaines années, c'est que vous n'avez pas cette vision de la jeunesse. Donc, il y a des vieux, il y a des gens qui ont 70 balais, qui sont très jeunes, qui arrivent à penser à 2050, qui arrivent à penser de par leurs enfants, leurs petits-enfants, de par leur combat. Par contre, il y a des jeunes qui ont 20 ans qui, malheureusement, n'ont pas du tout cette conception-là. Voilà. Mais ça reste un défi. Ça reste un défi, clairement. Pour nous, ce ne sera pas notre base prioritaire des lecteurs. Enfin, ce ne sera pas notre base la plus importante des lecteurs, les personnes les plus âgées, qui votent plutôt Macron selon les sondages. Voilà. On va donc passer à la seconde partie de l'interview qui, elle, sera plus pragmatique et portera surtout sur l'écologie. Donc, on a il y a mon collègue qui passe derrière. Bonjour. Donc, on va passer au second format. On l'a appelé question flash. Le principe est simple. On va vous poser une série de questions auxquelles vous devrez répondre le plus succinctement possible, en une ou deux phrases idéalement. L'idée, c'est d'avoir rapidement vos idées pour pouvoir ensuite réagir dessus une fois qu'on les aura entendues. Allez, ok, faut que je me concentre là. Là, c'est le moment. La question écologique peut-elle être résolue par la politique? Oui, je le pense sincèrement. On a besoin des autres formes, mais la politique, on en a aussi besoin. À quel rythme faut-il quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? Soyons scientifiques, on prend les émissions et le secteur qui est le plus émetteur aujourd'hui, c'est le secteur des transports. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Le plus vite possible, c'est le combat le plus important et pour ça, on a besoin de toutes les énergies, on a besoin des renouvelables, on a besoin de beaucoup de sobriété et on a évidemment besoin du nucléaire. La décroissance est-elle envisageable? La décroissance, c'est pas qu'elle est envisageable, c'est qu'elle va arriver. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous connaissez un peu Jean Covici, ses travaux, etc. C'est-à-dire que soit on prend le choix de l'anticiper, soit on la subit. Donc la décroissance va arriver, nous ce qu'on préfère, c'est l'anticiper. Pour la transition écologique, faut-il restreindre les libertés individuelles? Je pense que certaines, oui. Mais en fait, en réduisant ces libertés individuelles, on va en préserver tellement d'autres. Le droit de vivre dans un air sain, le droit d'avoir une eau pure, c'est des libertés qui sont fondamentales et qu'il faut préserver, quitte à empêcher l'utilisation de l'avion à tout bout de champ. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? Je pense pas. Moi, je pense que c'est les communes, c'est les territoires, c'est les échelons qui sont proches et qu'on connaît bien. Mais l'élection européenne n'est pas à négliger non plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas. L'Union européenne est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? Ouais. Alors ça s'est un peu amélioré ces dernières années, mais en fait, quand on regarde les traités européens, ce qui est à la base de l'Union européenne, c'est le libre-échange, c'est le libéralisme. Et ça, c'est quelque chose à changer. Une question plus actuelle, faut-il changer la politique agricole commune? Oui, aujourd'hui, très clairement, très vite, on donne des aides aux agriculteurs en fonction du nombre de vaches qu'ils ont, en fonction du nombre de champs qu'ils ont. C'est-à-dire que ça encourage à faire les plus grosses exploitations possibles. Nous, ce qu'on veut, c'est donner des aides en fonction du modèle agricole. Ceux qui sont plus respectueux de l'environnement auront plus d'aides. Ça poussera les agriculteurs à changer. Quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous en priorité? Je pense que c'est la PAC. L'Union européenne a énormément de pouvoir sur ça et c'est le truc le plus facile. Concrètement, soyons encore une fois pragmatique et scientifique, c'est la chose la plus facile à changer. Mais peut-être aussi que le nucléaire à soutenir plus au niveau européen. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Vous disiez donc qu'il fallait forcément à un moment ou à un autre, enfin, qu'il était possible de restreindre à un moment ou à un autre les libertés individuelles. Vous avez mentionné l'avion. Quelle est votre vision à Equinox sur l'aviation en général et son impact?
Alors, bon, un trajet Paris-New York, je ne sais pas si vous avez un peu les ordres de grandeur en tête, c'est 2 tonnes. Alors, aller-retour, hein, c'est 2 tonnes d'émissions de carbone. Les accords de Paris nous fixent une réduction de 80% de nos émissions pour arriver par an à 2 tonnes. C'est-à-dire que si vous faites un voyage en avion Paris-New York chaque année, vous ne pouvez plus manger, plus vous déplacer, plus boire, plus rien. Il y a bien voilà, que l'avion actuel est incompatible avec le respect des accords de Paris, avec le respect de l'environnement, etc. Donc, très clairement, nous, l'avion, on pense qu'il va falloir le restreindre. On n'est pas pour interdire totalement l'avion. Par contre, tout ce qui est faisable en train, très clairement, donc toute l'Europe, toute la France, il faut le faire en train. Pour partir 6 mois à l'étranger, pour aller découvrir les États-Unis, pour aller découvrir la Chine, partir 6 mois pour des vacances longues, pour une expérience de vie, on peut prendre l'avion. Pour partir un week-end à Bali, prendre l'avion, c'est mort. Donc, nous, ce qu'on propose concrètement, on ne va pas faire une loi pour interdire l'avion, même si peut-être qu'à l'avenir, de toute façon, soit on va finir par diminuer, soit ça va se diminuer tout seul, parce que le kérosène, il ne vient pas de nulle part. Hein. Et l'avion vert dont on nous parle, dont on nous bassine, c'est du technosolutionnisme. Et aujourd'hui, même Airbus, constructeur d'avions, dit que ça n'arrivera pas avant 2050-2060. C'est un peu tard. On est pour taxer le kérosène. Aujourd'hui, quand vous achetez des pommes, quand vous achetez de l'essence, vous êtes taxé dessus. C'est logique, ça s'appelle la TVA, ça s'appelle la taxe, la TICPE, la taxe intérieure sur les produits énergétiques. Quand vous achetez du kérosène, bon, vous n'en achetez pas parce que vous n'êtes pas une compagnie aérienne, mais quand les compagnies aériennes achètent du kérosène, elles payent 0% d'impôt. Il y a une niche fiscale dessus depuis 1944. C'est la Convention de Chicago. Nous, ce qu'on propose, c'est mettre une taxe au niveau européen qui rapporte environ 15 milliards d'euros par an. Et tout cet argent-là, on l'investit dans le ferroviaire pour développer les liaisons transfrontalières, donc entre Lyon et l'Italie, par exemple, entre Paris et Berlin, mais en fait, dans toute l'Europe. Et puis, entretenir les infrastructures. C'est bien beau de construire des grands projets, de dire on va creuser un grand tunnel. Alors, c'est bien, il en faut. Mais entretenir le réseau, l'âge moyen des rails en France, c'est plus vieux que moi. C'est 29 ans. Je suis plus jeune que les rails de train en France. Et vous aussi, je pense. Donc, entretenir le réseau, c'est hyper important. Il y a besoin d'argent. Nous, ce qu'on propose, c'est investir 15 milliards dessus. Oh, ça tombe bien, 15 milliards qu'on récupère sur l'aviation chaque année. Une première question par rapport à ça, là, pour avoir discuté aussi dans notre engagement, le train, quand on le présente comme une solution, c'est vrai que ça peut être utilisé, sauf que typiquement, si on regarde même un vol interne en France, Paris-Nice, en avion, c'est 1 heure et quelques, alors qu'en train, c'est plus de 5 heures. Il y a quand même une déperdition de temps assez importante. Comment est-ce qu'on pourrait voir, même avec le TGV pourtant, comment est-ce qu'on peut envisager de combler alors, c'est là où je ne vais pas être très d'accord. Pour moi, ce n'est pas du tout une déperdition de temps. Enfin, je veux dire, chez nous, ce qu'on combat aussi, je vous le disais, c'est à la base, c'est la démesure. Si vous voulez aller tout le temps plus vite, plus loin, plus fort, avec plus d'énergie, avec plus de moyens, mais juste, en fait, on peut reprendre le temps de voyager. C'est pas moi qui le dis, c'est Orelsan. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ce qui compte, c'est pas quand tu arrives au voyage. Tu commences pas tes vacances quand tu es arrivé dans ton lieu de vacances. Tu commences tes vacances quand tu pars de chez toi. Moi, l'année dernière, j'avais un stage d'été en Lettonie, donc très très loin pour le coup. J'avais le choix. Soit je prenais l'avion, j'avais 3 heures. Soit je prenais le train et le bus, j'avais 3 jours. J'ai pris le train et le bus, ça m'est revenu moins cher. Mon bilan carbone était, je l'ai calculé du coup, de 87% inférieur et j'ai rencontré énormément de gens. Ça m'a pris 3 jours, mais en fait, je partais pour 2 mois. Donc, c'est plus grand-chose. Et donc, il faut arrêter de vouloir partir partout pour un oui ou pour un non. Se concentrer sur peut-être faire 2 semaines de vacances, développer les vacances à vélo. Et je veux dire, en fait, qui a besoin aujourd'hui d'aller faire Paris-Bordeaux en 1 heure en avion? Aujourd'hui, dans le monde, on a la visioconférence, on a le TGV et le train pour les plus petites lignes. Il faut juste retomber un petit peu dans le sens de la mesure et prendre goût à voyager, d'autant plus que dans le train aujourd'hui, tu as la Wi-Fi, c'est confortable, c'est hyper confortable. Tu peux travailler, tu peux lire, tu peux écouter de la musique, discuter avec tes voisins et regarder le paysage. Merci pour cette réponse. Pour terminer peut-être pour le thème du train, en France, on sait que c'est une très bonne alternative, d'autant puisqu'on utilise le nucléaire qui n'émet pas d'émissions directes, en tout cas, de gaz à effet de serre, mais dans un pays comme l'Allemagne, où la production est exclusivement, enfin pas exclusivement, mais fortement influencée par le charbon tout de même, qui émet beaucoup de CO2, est-ce que le train doit s'allier à des mesures énergétiques, non? Bien sûr, bien sûr. Alors, si vous faites le bilan carbone, le train restera, même au charbon, restera meilleur que l'avion. Pour des questions, parce que déplacer quelque chose sur des rails, le frottement total, donc vous prenez un TGV, 1400 personnes dans les TGV duplex, si on prend de RAM, 15 tonnes par essieu. La surface totale de frottement, c'est une carte bleue. C'est-à-dire que le train tout entier, pas juste une roue,
repose sur le sol sur seulement une carte bleue. Ça réduit tellement les frottements qu'on nécessite beaucoup moins d'énergie. Soulever plusieurs tonnes et plusieurs centaines de personnes à 10 km d'altitude, ça nécessite toujours plus d'énergie. Donc en Allemagne, ça restera toujours plus avantageux de prendre le train, même en Pologne. Par contre, oui, moi je suis pour que l'Union européenne tape enfin du poing sur la table et dise à l'Allemagne que non, leur politique énergétique n'est pas bonne. Et ils continuent aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'ils nous disent qu'ils vont faire leur transition énergétique grâce aux renouvelables, que ça va le faire, que ça arrive, que ça arrive. Mais depuis 30 ans, la France émet beaucoup moins de CO2 pour sa production d'électricité et donc par habitant aussi que l'Allemagne. Donc je suis pour qu'on essaye un petit peu de serrer la vis auprès de l'Allemagne, hein, qui n'est pas la reine de l'Europe, ce n'est pas elle qui décide de tout, il y a d'autres pays dans l'Union européenne. Et pour qu'on accélère le développement des renouvelables, des énergies renouvelables, qu'on accélère la sobriété, évidemment. L'important, ce n'est pas qu'on va tout transformer l'utilisation d'énergie fossile en énergie renouvelable. Le but, ça va être de restreindre aussi nos usages, nos besoins par l'efficacité, par la sobriété. Et puis, de développer le nucléaire. Merci beaucoup. Attendez, je pose juste une question du chat pour clôturer cette section sur le train. Je vois que Sébaton nous dit tant que l'on parle des trains, faut-il laisser la SNCF être gérée par l'État ou intervenir simplement pour assurer l'entretien des rails et laisser les compagnies faire leurs affaires un peu comme la politique de la concurrence actuelle européenne? Alors ça, pour nous, c'est l'Union européenne, hein, parce qu'elle est libérale, parce qu'elle a été fondée sur ça, nous a forcé à libéraliser les différents marchés. Alors le fret, hein, je crois que c'était en 2006, ensuite les lignes à grande vitesse, et maintenant aujourd'hui les lignes régionales. Le train, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas assez de passagers, parce que les infrastructures sont vétustes, n'est pas rentable. Il y a une seule ligne dans toute l'Europe qui est rentable, une seule, c'est le Lyon-Paris, parce qu'elle est très fréquentée et parce qu'elle est très fréquentée. Donc aujourd'hui, ce que la SNCF fait, c'est que sur les lignes rentables, là où elle gagne de l'argent, elle met les prix un petit peu plus chers pour que cet argent lui permette de financer les lignes moins rentables. Par exemple, Paris-Arras. Par exemple, Rennes-Brest, qui moi me sert beaucoup quand je rentre voir mes parents parce que j'étudie à Rennes. Mais plein d'autres lignes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce que fait l'Europe, c'est ouvrir à la concurrence. Donc tous les entreprises privées vont venir se positionner uniquement sur les secteurs rentables. Quand vous regardez la concurrence, la Rennes fait, elle s'est positionnée sur Rennes-Paris. Donc ça va faire baisser le prix à ce niveau-là. Donc la SNCF va arrêter de pouvoir gagner de l'argent sur certaines lignes et de redistribuer sur les lignes qui marchent moins bien. Et donc tout simplement, toutes les lignes vont disparaître. Si on force la SNCF à aujourd'hui être rentable et exploiter plus que les segments qui sont rentables, et en plus la mettre en concurrence dessus, c'est 80% des lignes en France qui meurent. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Dans le cadre de la transition énergétique, c'est pas ce qu'on veut. Dans la transition écologique, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc pour nous, non, il ne faut pas autoriser, il faut complètement calmer la concurrence. On voit ce que ça a donné sur le fret. Le fret a été ouvert à la concurrence en 2006. Vous en voyez beaucoup des trains de fret passer près de chez vous? Je veux dire, ça a été complètement cassé. Aujourd'hui, je crois que la part modale, c'est 5% globalement. C'est-à-dire 95%, c'est la route, c'est les camions. Et la surface de frottement d'un camion est largement supérieure. C'est tout petit un camion par rapport à un train de fret. La surface de glissement est largement supérieure à celle d'un train de fret. Beaucoup plus d'énergie. Et donc, pour répondre directement à la question, est-ce qu'il faudrait alors nationaliser? Puisque si son rôle n'est pas de faire du profit, d'avoir un bénéfice, est-ce qu'elle devrait être nationalisée? Ouais, c'était le cas jusqu'à encore très récemment, jusqu'à ce qu'on crée une société anonyme pour gérer la SNCF. Mais donc oui, ouais. Et donc, mais là, ça se trouve en contradiction avec l'Europe, parce que l'Europe nous oblige à libéraliser ce marché, comme elle l'a fait avec les télécoms, avec l'aérien et avec plein d'autres. Avec l'énergie, ça aussi, libéraliser l'énergie. On a un seul producteur aujourd'hui en France, c'est EDF. Par contre, vous avez 40 vendeurs d'énergie. Ils servent à quoi ces autres vendeurs d'énergie? Ils achètent l'énergie d'EDF, qu'elle produit, donc l'électricité, plutôt pas l'énergie, et ils vous la revendent plus cher. Ils se prennent une commission de communication, et donc ça, c'est une perte financière qui est énorme. Donc il y a certains secteurs, l'énergie, qu'il ne faut pas privatiser, la santé, la défense, évidemment, et puis le train, ça rentre là-dedans aussi. Nous avons discuté des trains, du nucléaire pour l'instant. Nous allons maintenant potentiellement évoluer vers d'autres sujets. Vous avez parlé de la décroissance dans les questions flash en citant même Jean Covici, qu'elle était inévitable, qu'elle allait arriver et qu'il fallait la préparer. Comment alors la préparer selon vous? Waouh, vaste question. Je vais essayer de pas durer 1 heure là-dessus. Comment la préparer? Globalement, ce qu'on appelle la décroissance, c'est que l'énergie disponible va diminuer. Aujourd'hui, en France, chaque personne, vous, moi et tout le monde ailleurs, possède en moyenne 300 esclaves énergétiques. Ça veut dire qu'en moyenne, vous avez l'équivalent de 300 humains qui bossent pour vous constamment.
Votre cafetière, c'est 0,5 esclaves énergétiques. Votre ascenseur, une cinquantaine. C'est énorme. OK? Ça nécessite énormément d'énergie. Cette énergie disponible, pour l'instant, on exploite la plus facile. Le charbon, d'abord parce qu'en fait, il est affleurant. Ensuite, le pétrole. Ensuite, le gaz. Maintenant, le pétrole, ça commence à être chaud. On prend du pétrole de schiste, du gaz de schiste. Donc, l'énergie disponible est de plus en plus difficile à trouver. On va devoir aller les chercher dans les fonds marins et dans les sables bitumineux, ce qui est très difficile, ce qui est très coûteux. Donc, à partir de ce moment-là, l'énergie, qu'on le veuille ou non, l'énergie disponible va décroître. Alors nous, on veut que ça décroisse plus vite parce qu'en fait, si on exploite tout le charbon et tout le pétrole qu'il y a sur Terre, l'espèce humaine, c'est chaud dans les deux sens du terme. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que la consommation d'énergie diminue et que ce qui reste de consommation d'énergie soit électrifié. Parce que l'électricité, c'est la source d'énergie qui est la moins émettrice de CO2. Donc le but, ça va être d'électrifier tous nos usages. Donc d'une part, diminuer notre émission, nos émissions, enfin notre consommation d'énergie, donc nos émissions, par l'efficacité. Par exemple, remplacer votre chaudière au fioul par une nouvelle. Remplacer votre ancien véhicule qui consomme 6 litres au 100 par un qui en consomme 4. Ça, c'est l'efficacité. On fait mieux avec la même chose. On améliore par le progrès technique. La sobriété, au lieu d'aller acheter des fringues toutes les semaines, et ben essayer de réparer, de recoudre ses chaussettes. Par exemple, ce qu'on faisait encore il y a quelques dizaines d'années. On recousait ses chaussettes. Et puis, tout ce qui reste, d'électrifier, parce que forcément, on va devoir continuer. Enfin, j'espère qu'on continuera de pouvoir s'éclairer, de pouvoir, j'ai un frigo derrière moi, de pouvoir garder ses aliments au froid, qui est un petit peu la base pour notre alimentation. Et donc, tout ça, il faut l'électrifier. Donc, remplacer votre chaudière au full, je reprends cet exemple, par une pompe à chaleur, qui est hyper efficace aujourd'hui. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui est 3 fois plus effectif, 3 fois moins consommatrice d'énergie qu'un chauffage électrique qui lui-même est moins émetteur qu'une chaudière au fioul. Ça va être remplacer votre voiture thermique par une voiture électrique, ou même mieux, un vélo électrique, ou même mieux, un vélo pas électrique. Voilà, ça va être tout ça. Et là, on arrivera à décroître tout simplement parce qu'on aura fait décroître notre quantité d'énergie utilisée. Ça ne veut pas dire qu'on va faire décroître notre niveau de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre moins bien, on ne va pas être plus triste. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir… Je veux dire, qu'est-ce qui nous fait plaisir aujourd'hui dans la vie? C'est aller voir des pièces de théâtre, organiser des pièces de théâtre, participer à des assos, faire du sport, voir ses amis, se balader en forêt, faire du potager. Et tout ça, c'est des activités qui ne sont pas du tout émettrices en carbone. Se promener en forêt, ça n'émet absolument rien. Voir ses potes et s'amuser, ça n'émet strictement rien. Donc, ce qui compte, on ne va pas perdre en bonheur, on va juste perdre en surconsommation. Qu'est-ce que ça déçoit? On va perdre en démesure et on va juste reprendre le temps de un peu plus kiffer les moments de la vraie vie. Voilà ce que c'est pour nous la décroissance. C'est ça on évite d'utiliser le mot décroissance parce qu'il y a des gens que ça affole, que ça fait peur. Nous, ce qu'on utilise, c'est le sens de la mesure. C'est retrouver la mesure de l'humain, la mesure de la consommation, la mesure de la politique, etc., etc. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Oui. Ouais. J'ai aussi cette impression. C'est bon. Donc, merci pour votre réponse. Tout à l'heure, vous disiez que l'Union européenne n'était pas forcément le levier le plus important dans la transition écologique, mais que c'était plutôt les communes, les territoires. Mais est-ce que l'Union européenne ne peut pas justement donner à ces communes et à ces territoires Je vais essayer de citer la puissance d'agir ou le pouvoir d'agir, quelque chose comme ça? J'ai pas entendu. Oui, la puissance d'agir. Moi, je pense la puissance d'agir pour la transition écologique. Là où l'Union européenne peut être intéressante, c'est dans le cadre de fixer un cap, de se dire, c'est ce qu'elle fait déjà, on va réduire de 55% nos émissions d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est l'objectif fixé aujourd'hui, on ne les tiendra pas si on continue comme ça, c'est clair. Par contre, dans l'adaptation, dans la mise en place de ces mesures, moi je pense que l'échelon le plus efficace, c'est clairement les territoires. Parce que tout simplement, en fait, il faut juste retrouver le sens de la mesure. Pourquoi est-ce qu'on fait venir des tomates du Maroc ou de l'Espagne alors que les tomates poussent en France? J'ai des plantations de tomates à côté de moi à Brest. Pourtant, dans mon étal de supermarché qui est à 5 km de ces champs de tomates,
il y en a qui viennent du Maroc pendant l'hiver et de l'Espagne toute l'année. Il faut tout simplement qu'on fasse tout ce qui est possible doit être fait au niveau local. Alors, il y a des choses qui ne vont pas être possibles. Je veux dire, en Bretagne, vous n'allez pas trouver de bananes, vous n'allez pas trouver d'oranges. Alors là, on va pouvoir compter sur la Corse, sur l'Espagne, utiliser le fret ferroviaire pour transporter ces choses. Et là, l'Europe a… Alors la France d'abord, hein, d'abord ce qui compte, c'est l'eau locale pour tout ce qui est possible. Quand ce n'est pas possible local, on va voir la ville voisine. S'il n'y a pas assez de gens dans ta ville pour avoir une école, tu regardes avec la ville voisine pour mutualiser. Sinon, département, région, ensuite pays, et ensuite seulement l'Union européenne est importante. Alors elle est importante pourquoi l'Union européenne? Je vous l'ai dit, pour fixer un cap. Elle est importante aussi pour la défense. Aujourd'hui, on fait face à des superpuissances. On peut en parler d'international après si vous voulez. La Russie, la Chine, les États-Unis aussi. Il ne faut pas prendre en compte que les États-Unis seront toujours notre allié et qu'ils sont d'ores et déjà notre allié. Enfin, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc l'Union européenne est utile dans le secteur de la défense. Elle est utile pour certains secteurs de pointe. Par exemple, les puces électroniques ou avoir une usine en France ne serait pas viable économiquement. Donc là, on peut faire des synergies au niveau européen. Elle est utile pour certains types de marchandises, certains types de marchandises très poussées où là, on va en avoir besoin. Pour le spatial, par exemple, où là, faire un programme tout seul dans notre coin en France n'aurait pas de sens. On n'a pas les moyens et c'est beaucoup plus logique de le faire au niveau européen. Et puis, l'Union européenne, elle est aussi utile pour la paix, pour le dialogue. Parce qu'en fait, discuter avec ses voisins, c'est toujours mieux que de taper sur ses voisins. Mais est-ce que l'Union européenne peut donner la puissance d'agir? L'Union européenne, elle n'a pas de budget. Aujourd'hui, c'est les États membres qui financent l'Union européenne. Et puis, elle est loin, elle est très loin, l'Union européenne. Elle est utile pour les choses où il faut être très grand et très nombreux. Mais pour toutes les choses, pour organiser une asso, ils ne vont pas venir se mêler de l'organisation d'une association. C'est trop loin. Merci pour cette réponse. C'est vrai que vous parlez de la petite échelle, presque des actions plus réalistes par rapport à peut-être qu'une Union européenne déconnectée, mais par rapport à les caps aussi qu'elle fixe, on a vu par exemple l'interdiction d'avoir des véhicules thermiques en 2035, il me semble, qui a quand même polarisé un petit peu les débats avec potentiellement une possibilité que ça soit pas réaliste, pas possible. Que faire dans ce cas-là? Parce que c'est vrai que l'électrification semble idéale, comme vous l'avez souligné, mais est-ce qu'elle est vraiment possible, en tout cas à l'échelle de temps fixée par l'Union européenne par cette mesure, par exemple? Alors, hier, moi, j'accompagnais notre tête de liste Marine Chollet à un débat. Et dans ce débat, il y avait un membre des Républicains. C'était un jeune élu des Républicains. Très bien. Il nous dit non, l'interdiction des voitures thermiques en 2035, ça va être horrible, c'est trop consommateur, c'est une gabegie énergétique. En plus, la Chine va tout nous exporter, etc. LR qui se revendique du pragmatisme, de la science, du réfléchi. J'ouvre les journaux. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, si je n'ai pas de bêtises, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle à conserver la mesure actuelle de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035 et à arrêter de changer les règles. Notre industrie, elle n'est pas plus nulle. Je veux dire, on sait produire depuis longtemps, on sait produire des véhicules en France. On sait produire des batteries électriques. On savait produire des panneaux solaires. Mais ce qu'on fait le choix, nos dirigeants, depuis maintenant 20 ou 30 ans, c'est d'ouvrir notre marché à la Chine pour pouvoir acheter moins cher, parce que les gens sont un peu plus exploités, le droit du travail n'est pas respecté, l'environnement non plus, et donc on a détruit nos filières. Mais on est capable en France, et ça c'est ce qu'on appelle aussi à relocaliser, on est capable en France de produire des batteries. On a du lithium dans notre sol et va être exploité bientôt dans l'Allier, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'enfin on va voir que concrètement, vivre, ça nécessite d'utiliser des ressources, je veux dire tout le temps faire venir nos ressources de l'autre bout du monde, et on est capable de produire des voitures. Plus, il faut fixer ce cap, protéger nos industries face à la concurrence déloyale, que ce soit le dumping social ou le dumping environnemental, et on le fera. Et puis ensuite, bon, si on est encore une fois un peu scientifique, on se renseigne, et puis on voit que surtout en France, où notre énergie est très décarbonée grâce au nucléaire notamment, une voiture électrique émet beaucoup moins sur sa durée de vie qu'une voiture thermique. Alors la construction, parce qu'il faut faire le bloc batterie, ça pollue plus. Par contre, alors ça dépend du modèle de voiture, dès quelques dizaines de milliers de kilomètres, en termes d'émissions de carbone, on est bon. Dans les pays comme la Pologne, très dépendante du charbon, c'est moins le cas, mais en France, c'est clairement le cas. Par contre, attention, tout dépend de la taille de votre voiture. Si vous achetez un SUV électrique par rapport à une petite citadine ou même une petite voiture, comme on a vu une Citroën Ami par exemple, thermique, là, il faut prendre en compte le poids du véhicule aussi. Equinox, à peu près en France, a que toutes les voitures thermiques deviennent des voitures électriques. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'en réglerait très peu de problèmes. L'utilisation des terres, la bétumisation de nos campagnes, la congestion routière, etc.
on appelle à diminuer le nombre de voitures, remplacées par le vélo, les trams, les métros, le train. Je veux dire, on les connaît ces solutions. On ne va pas attendre une innovation majeure. On les connaît depuis 100 ans. Le premier métro, ça fait 130 ans qu'il a été inventé et développé. Et puis, par contre, pour ce qui reste, parce qu'il y a des gens qui vont en avoir besoin, je veux dire, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes rurales, on va en avoir besoin. Ça, on électrifie. Et là, on a besoin de voitures électriques. Merci pour cette réponse. On parlait tout à l'heure du local et justement de la nécessité de rester sur une production, une consommation plus locale, mais il reste comme une certaine nécessité de faire des importations sur certains produits et il y a un problème à ce niveau-là qui est celui des normes. Comment pensez-vous réguler tout ce qui n'est pas fait en Union européenne alors que c'est importé en Union européenne? Bon, la réponse, elle est assez facile et ce n'est pas une spécificité d'Equinox. Je trouve que ça me semble assez partagé. En tout cas, ce que je retiens du débat qu'on avait hier, c'est tout simplement qu'on n'apporte pas des produits qui ne respectent pas les normes européennes. Voilà, là, notamment, c'est surtout l'agriculture qui est concernée et qui cristallise un peu l'attention. Pourquoi est-ce qu'on va importer des produits qui ne respectent pas les normes françaises et européennes? Ça n'a aucun sens. Ça crée de la concurrence déloyale envers nos agriculteurs. Ça contribue aux problèmes climatiques et aux problèmes environnementaux. On instaure ces clauses miroirs, ce qu'on appelle les fameuses clauses miroirs. Et puis surtout, on limite le nombre de traités de libre-échange. Pourquoi on a besoin de faire venir du steak et du soja de Brésil? On sait en faire en France, on en a en France. Pourquoi est-ce qu'on fait venir du lait et de la viande de Nouvelle-Zélande? C'est littéralement l'autre bout du monde. Alors qu'on sait le faire en France. On sait en faire à côté de chez nous. À 50 km de vous, il y a des producteurs. C'est sûr et certain. Et donc là l'Union européenne a du poids. Il faut dénoncer les traités de libre-échange qui sont mortifères pour nos agriculteurs, pour la planète, pour les droits humains. Et puis pour ceux qu'on garde, on va en garder quelques-uns, mettre des clauses miroirs, absolument. Ce que vous évoquez semble tirer du bon sens finalement pour l'écologie. Néanmoins, c'est vrai que ces produits, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, sont moins chers et peuvent permettre, on dit souvent que une des barrières à la transition écologique, c'est l'argent, c'est le fait que le bio, ça soit plus cher, pour ne prendre qu'un exemple. Donc, est-ce que avoir de telles mesures n'augmenterait pas les prix et mettrait en péril un pouvoir d'achat écologique d'une certaine manière, et même le pouvoir d'achat tout court, qui semble être une préoccupation majeure des Français, tout de même, d'après les sondages? Alors, excellente question. Bonne nouvelle. Je vous le disais tout à l'heure, être plus sobre, c'est pas renoncer à tous nos instants de bonheur qui, eux, coûtent rien. Être en bonne santé, remboursé par la Sécu, yes, on a de la chance. Nos familles, notre amis, ils nous coûtent rien. Par contre, va falloir consommer un petit peu moins. Je suis désolé de vous le dire, mais acheter une nouvelle paire de chaussures tous les 6 mois, ça va plus être possible. Faire réparer sa paire de chaussures quand elle est cassée, en fait, vous allez dans le centre, dans le bourg à côté de chez vous. Vous avez de la chance, il vous reste un cordonnier. Sinon, ça arrivera bientôt parce qu'on va soutenir ça avec Equinox quand on sera au pouvoir, évidemment. Réparer, tout simplement. Et réparer, ça devrait. Alors aujourd'hui, ça coûte plus cher aujourd'hui de réparer une télé que d'en acheter une nouvelle. Parce qu'en fait, plus personne ne fait réparer sa télé. Mais si vous vous mettez soit à réparer vous-même, parce qu'on développe la réparation dans les cours, dans les tutos, ça peut être dans les tiers-lieux, dans des cafés répar, etc. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc, au final, je ne pense pas qu'on va perdre en qualité de vie. Alors, on perdra en consommation. On consommera moins d'énergie, moins de produits. D'accord. Par contre, on aura tout autant de bonheur et puis le même pouvoir d'achat. Voilà. Et autre chose, ça m'a envoyé sur une mesure d'Equinox, les comptes carbone. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site. C'est assez technique. Je vais essayer de le faire très vite. Chaque Européen, si Equinox arrive à le mettre en place au niveau européen, aura chaque année un certain nombre de tonnes de carbone qu'il peut émettre. Par exemple, prenons 10 tonnes, c'est la moyenne des Français aujourd'hui. 80% des Français sont en dessous, 20% au-dessus. Si à la fin de l'année, vous avez émis moins que 10 tonnes de carbone, majoritairement, c'est les moins fortunés d'entre nous qui en émettent moins, c'est corrélé, et les tonnes de carbone qui vous restent, vous pourrez les revendre et donc augmenter votre niveau de vie. Par contre, les personnes qui en mettent plus, je pense à Bernard Arnault, mais en fait, c'est pas lui, il y a énormément de gens qui consomment plus que 10 tonnes de carbone, et vous devrez les acheter. Et donc, ça permettra concrètement, parce qu'il y en a qui le promettent, il y en a qui vous disent qu'il faut allier justice sociale et justice climatique. Et concrètement, là voilà notre solution. On allie justice sociale et justice climatique. Si vous faites des efforts, vous êtes récompensé par de la monnaie sonnante et trébuchante. Si vous décidez de prendre votre vélo alors qu'il pleut, alors qu'il n'y a pas encore les infrastructures, ça va venir quand on sera au pouvoir aussi, les infrastructures cyclables, si vous faites cet effort physique, vous serez récompensé en monnaie sonnante et trébuchante pour vous faire plaisir sur autre chose. Voilà.
Eh bien, merci. Un autre thème qu'on aimerait aborder, c'est celui de la migration climatique. Il y a des rapports qui prévoient que d'ici 2050, il y aura plus de 200 millions de réfugiés climatiques dans le monde. Et justement, il risque d'y avoir des foyers pour ces flux migratoires dès 2030. Et il semble que cette immigration arrive indubitablement vers l'Europe. Comment est-ce qu'on peut prévoir tout ce problème à venir? Yes. Il me semble hein, que les chiffres, c'est 216 millions, donc c'est ça. Bon, déjà, il faut être raison gardée. Hein. La très grande majorité des migrations se font à l'intérieur du même pays. C'est des gens qui habitent en fait dans des campagnes qui se désertifient. Je pense par exemple au désert du Sahara où le désert avance chaque année, qui se décalent tout simplement, qui vont dans les villes, qui vont s'entasser dans des grandes métropoles. Et il reste une toute petite, une infime partie qui va se déplacer dans d'autres pays, souvent les pays limitrophes. Hein. D'ailleurs, en Syrie, en France, on a l'impression d'avoir beaucoup d'immigrés qui viennent de ces régions, mais en fait, la plupart d'entre eux fuient juste dans le pays voisin, surtout dans le Liban. Au Liban, la moitié de la population, c'est des déplacés qui viennent de Syrie, d'Irak, etc. Évidemment, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et nous, ce qu'on pense chez Equinox, c'est que cette immigration, c'est un énorme problème, mais pas tant pour nous que pour ces gens, en fait. Simplement que devoir quitter son village, quitter sa famille, quitter le monde, l'endroit dans lequel on vit, c'est horrible. Et on souhaite ça à personne. Donc, ce qu'on souhaite, c'est lutter contre cette immigration subie en luttant dès maintenant contre le changement climatique, ce qui nous évitera beaucoup de problèmes de migration et d'intégration. Ce qu'on souhaite aussi, au niveau international, c'est de définir un statut de réfugié climatique. Alors, cette définition, on ne l'a pas. Et je ne pense pas que ce soit à nous de la faire. On a des instances internationales, je pense à l'ONU par exemple, pour la définir. Mais tout comme aujourd'hui, on a le statut de réfugié économique, de réfugiés politiques, etc., on va pouvoir définir ce statut de réfugié climatique pour réussir à mieux les accepter au sein de nos sociétés. Donc on n'est pas pour en France supprimer, on n'est pas pour dans l'Europe supprimer les frontières et dire let's go, tout le monde peut venir, c'est la solution dite no border, nos frontières du coup. Par contre, on est pour continuer à accueillir et beaucoup mieux accueillir que ce qu'on fait aujourd'hui et systématiquement proposer une aide médicale, une aide psychologique. Comment vous voulez que des personnes qui ont traversé un désert, traversé la Méditerranée, parfois réduits en esclavage, parfois qui ont vu des personnes mourir sur leurs yeux, soient stables et puissent s'intégrer dans une société s'ils ne sont pas suivis psychologiquement? Et donc, c'est normal. C'est normal, concrètement, n'importe qui. Ce n'est pas une histoire d'origine, de couleur de peau, de religion, qu'il y a des personnes qui finissent par vriller et par commettre des choses répréhensibles. C'est tout simplement une question d'humain. Et essayer de faire ce trajet migratoire, vous finissez par avoir des problèmes psychologiques, c'est logique. Donc, accompagnement psychologique, accompagnement médical, accompagnement pour apprendre la langue et pour trouver du travail ou une formation. Ce n'est pas le travail qui manque en France. Demandez au magasin d'à côté de chez vous, demandez aux chauffeurs, demandez à la grande distribution, au secteur de la construction, etc. etc. Merci pour cette vision des choses. Cela dit, c'est vrai que je pense que peu de gens remettraient en cause l'utilité de ces aides. Toutefois, certains demanderont comment les financer. Quel est votre moyen? L'AME, donc l'aide médicale d'État, qui est tout simplement soigner les personnes pour éviter qu'il y ait des nouveaux foyers d'épidémie qui se déclenchent en France. Parce que même si on est vacciné, on peut rechoper une maladie si il y a beaucoup de cas autour de nous. Donc en fait, l'aide médicale d'État, ça sert surtout à préserver les Français. Et puis à soigner les gens à qui il manque, je sais pas, il manque des dents ou qui ont été blessés par leur traversée. Donc c'est aussi une mesure d'humanité. Bref, il y a beaucoup de gens à droite et à l'extrême droite qui malheureusement veulent le supprimer sans comprendre que c'est des bénéfices collectifs. Comment le financer? Moi, j'ai pas la réponse immédiate. Je pense que ça sera plus dans les programmes pour les élections législatives, les élections municipales. Les élections, dérange en même temps. Les élections nationales. Je pense pas que ça soit un coût qui soit trop important. Et puis je pense qu'on a de la chance aussi en France d'avoir une société qui est particulièrement, même si on veut nous donner tendance du contraire, une société qui est particulièrement aidante, qui s'engage beaucoup dans des associations d'aide. Et en fait, il y a déjà énormément de travail qui est fait par ces assos. Donc nous, ce qu'on veut, c'est davantage les soutenir et puis le systématiser. Et puis je pense qu'on va s'en sortir. Il n'y a pas de raison que l'Allemagne ait réussi à le faire et à intégrer 1 million de réfugiés syriens dans de très bonnes conditions, leur trouver du travail, leur apprendre la langue, et qu'en France, dès qu'il y a un bateau avec 300 migrants, tout le monde s'affole, c'est la crise, on n'arrive pas à intégrer 300 personnes. Merci pour ce point de vue-là. Pour revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure avec
les mesures des quotas carbone et de manière générale, l'ensemble de votre propos. On a discuté avec d'autres partis qui étaient très favorables à sortir complètement, s'affranchir du capitalisme. Je n'ai pas l'impression que, enfin, peut-être que vous voyez qui j'évoque, et d'ailleurs, nos chers auditeurs peuvent retrouver ces autres interviews sur les plateformes de podcast, sur lesquelles peut-être ils écoutent cette même interview. Bref, qu'en pensez-vous? Est-ce que le capitalisme est indéniablement malade? Est-ce qu'il faut y remédier en sortant, en changeant de système ou en l'accommodant comme on peut? Encore une fois, nous, c'est d'ailleurs c'est le fondement d'Equinox, approchons une vision pragmatique et scientifique. Par quoi est-ce que vous remplacez le capitalisme? Par le communisme? Il me semble que ça n'a pas trop fait ses preuves dans l'histoire. Proposez-moi un modèle de société et discutons-en. En attendant, on a le capitalisme qui existe, qui marche, mais avec beaucoup, beaucoup de limites. Et ça, il y a peu de gens qui peuvent dire le contraire aujourd'hui. On a des fortunes des plus riches qui s'accroissent, on a des transactions financières à la nanoseconde, et on a des personnes qui sont exploitées par le système, qui sont exploitées, et bien souvent, malheureusement, c'est plutôt les femmes et plutôt les personnes racisées, ce qui est aussi un gros problème. Donc, on n'appelle pas à sortir du capitalisme. Pour autant, on n'est pas libéraux, on n'est pas ultra-libéraux. Tout ce qu'on appelle, c'est réguler ce capitalisme, lui redonner un sens de la mesure. Je veux dire, le capitalisme, ça peut être juste aussi, en fait, votre boulanger d'en bas, c'est une entreprise, et ouais, ça fait vivre sa famille, il fait du pain, et vous êtes très content de lui acheter du pain, et ça marche. Par contre, aujourd'hui, malheureusement, le capitalisme, c'est aussi les places de bourse, on peut acheter des produits dérivés, etc. Ce qu'on propose chez Equinox, c'est quelque chose qui est très simple et qui est un petit peu une première pierre pour cette régulation. Je ne sais pas si vous avez déjà investi en bourse, vous pouvez le faire. Voilà, moi, j'ai tenté un petit peu. Et donc, quand vous achetez une action, vous êtes en France et vous achetez une action française, par exemple Alstom qui construit des trains, trop bien, il y en a besoin plus pour la transition écologique. Vous payez une taxe, la taxe Tobin, qui existe depuis 1972, il me semble, de 0,3%. C'est logique, vous allez me dire de payer une taxe, on achète quelque chose, c'est ce qu'on appelle la TVA sur les produits quand vous achetez une baguette ou un litre d'essence. Très bien. Par contre, quand vous achetez un produit dérivé, c'est-à-dire c'est un indicateur qui réplique votre action, mais avec un effet de levier pour que ça augmente beaucoup plus ou que ça diminue beaucoup plus, donc c'est de la spéculation pure et dure, vous payez 0% d'impôt. Quand vous achetez une action qui n'est pas française, 0%. Quand vous achetez un titre d'action et que vous le détenez moins d'un jour, c'est-à-dire que vous faites de la spéculation, vous achetez pour revendre une heure après, etc., et parfois extrêmement rapidement fait par l'ordinateur, vous payez 0 impôt. Ce qu'on propose avec Equinox, c'est une taxe sur les transactions financières au niveau européen, pour éviter l'évasion fiscale, etc. Et puis, c'est aussi plus logique. Sur toutes les transactions, y compris spéculatives, de 0,3%. Ce qui tombe bien, c'est qu'en fait, c'est extrêmement facile à faire. Tous les pays européens sont d'accord, sauf un, je vous laisse deviner, c'est la France. Donc, let's go. Dès le 9 juin prochain, on met en place cette taxe et on rend un peu plus humain à ce capitalisme, sans pour autant appeler au grand soir à la révolution et ne rien proposer derrière, ce qui est malheureusement parfois l'apanage de certains partis. Voilà. Eh bien, merci pour tout cet entretien. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je pense qu'on a pu aborder beaucoup de questions qu'on voulait se poser, mais là, ça va déjà faire plus d'une heure d'interview, donc il va falloir clore cette interview. S'il y a un dernier message, une dernière chose que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent, vous avez la parole si vous voulez une petite tribune libre comme ça. Déjà, merci beaucoup à tous les deux et à toute votre asso, c'est trop cool. J'aurais trop aimé avoir ça dans mon lycée et m'y engager. Merci aussi à tous les gens qui prennent le temps d'écouter. Enfin, c'est pas rien de prendre une heure pour écouter de la politique un vendredi soir. C'est déjà un bel engagement de votre part. Moi, ce que je vous invite à faire, tout le monde, c'est de vous tenter de la politique. Alors, pas forcément devenir directeur de campagne ou directeur de com et y mettre. Moi, je suis à 100% dessus et je suis pas payé. mais tenter d'aller à une réunion publique un jour, d'aller discuter ou juste d'en parler avec vos potes. En fait, c'est cool. La politique, il faut que ça redevienne cool. C'est ça mon credo. Et c'est pas réservé aux vieux, c'est pas chiant. Et on peut faire des trucs vraiment sympas. On peut manger en parlant politique, faire des apéros politiques, c'est ce qu'on fait avec Equinox. Et puis bon, là, c'est plus pour les personnes qui sont dans le chat actuellement. Demain, sur Paris, on organise un meeting pendant 4 heures. Et c'est pas un meeting où quelqu'un vous parle pendant 4 heures et vous applaudissez comme ça mécaniquement parce qu'il dit des belles phrases ou des moches phrases des fois. Non, c'est on vous présente des parties et puis ensuite on travaille en petits groupes autour de nos mesures et vous venez nous challenger, vous venez demander des explications, vous venez demander des précisions et vous venez nous dire mais ça, pourquoi ça, etc. Et c'est ça en fait la démocratie, c'est rediscuter, parler politique tout simplement et pas seulement écouter et entendre des gens se battre sur un plateau télé. Et donc, je vous invite à venir participer. Sinon, regardez nos réseaux sociaux. Je trouve qu'on fait du bon travail avec le reste de mon équipe. Donc allez-y, abonnez-vous au parti Equinox. Et puis peut-être à bientôt parmi nous
ces tops et hâte de vous rencontrer. Eh bien, ça me paraît un bon mot de la fin. Pour rappel, c'est la dernière interview de notre projet, mais vous pouvez tout de même nous trouver sur YouTube en rediffusion, ainsi que sur Twitch et sur vos plateformes de podcast favorites. Nous avons aussi notre compte Instagram Terra Hoche et je vous encourage à aller voir tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Favé, et je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette interview. Merci à vous. Bonne Merci à tous. continuation et bon courage pour le bac en fin d'année pour ceux qui le passent. Merci. Au revoir. Au revoir.